J'accueille pour notre rubrique politique Loïc Hervé. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes le sénateur de la Haute-Savoie, membre du parti Union Centriste, et vous avez été également maire de Marnat, près de Cluses. Vous êtes également aujourd'hui conseiller municipal de cette commune. Alors l'actualité politique est assez chargée. On va d'abord commencer par le mouvement des Gilets jaunes. Éric Drouet, l'un des représentants de ce mouvement, a dit « Heureusement qu'on a les sénateurs, on arrive à être entendu justement seulement par le Sénat. On n'a été entendu par personne d'autre ». Quel est votre regard sur ce mouvement des Gilets jaunes ? Je crois que dans ce que dit Éric Drouet, même s'il n'a pas été reçu au Sénat hier, il y a quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est qu'il existe un endroit dans la République où, quand tout va mal, quand la République tremble, on peut encore créer des ponts entre des gens qui ne se parlent plus. Et effectivement, c'est une reconnaissance de la part de cette personne d'une fonction du Sénat qu'on connaît mal et qu'on connaît mieux depuis quelque temps d'ailleurs. Le Sénat n'a cessé d'alerter le gouvernement sur la réalité sociale du pays et la réalité économique vécue par beaucoup de nos compatriotes. Il y a eu une détresse qui s'est exprimée à la fin de l'année dernière, que moi j'ai ressenti très fortement dans mon territoire, le territoire de la vallée de l'Arve, mais en Haute-Savoie également, avec un certain nombre de gens que nous avons rencontrés, nous sénateurs. Et il faut maintenant en sortir par le haut et trouver des solutions qui soient des solutions avant tout économiques et sociales, avant de parler d'autres sujets importants aussi, sujets notamment de démocratie, mais je crois que la réponse, elle est d'abord économique et sociale. Vous vous êtes impliqué dans le grand débat. Est-ce que vous êtes satisfait de la restitution qui en a été faite cette semaine ? Le Premier ministre a rendu compte au Grand Palais lundi matin de la réalité de ce grand débat, des différentes formes que le grand débat a pu prendre. Je pense que c'est un exercice qui est un exercice réussi. Beaucoup de Français ont prépare au grand débat sur la plateforme, dans des réunions publiques. Et donc c'est bien de l'avoir exprimé, d'avoir montré quelles avaient été l'opinion des Français. D'ailleurs, dans les différents vecteurs. Maintenant, une fois qu'on a fait la synthèse, il s'agit d'en tirer la substantifique moelle et de trouver des solutions pour nos compatriotes. Vous vous êtes opposé personnellement en tant que sénateur à la loi anti-casseurs du gouvernement qui prévoyait notamment de pouvoir interdire des manifestations dans certains cas de figure. Pourquoi cette opposition ? J'aime les libertés publiques, avant tout. Et même si j'ai voté la loi anti-casseurs en première lecture au Sénat, je ne l'ai pas votée en deuxième lecture. Et j'ai pointé l'article que le Conseil constitutionnel a censuré. Le préfet, dans un département, ne peut pas priver un citoyen de sa liberté de manifester. C'est le rôle du juge. Et dans la démocratie, même si nous vivons des périodes difficiles, même si les casseurs ont commis des actes intolérables et ont scandalisé les Français, et c'est juste, il ne faut pas mettre entre les mains de l'exécutif cette liberté publique si chèrement acquise. La France est un pays qui protège les libertés publiques et le Sénat se devait de le dire et il l'a fait. Vous êtes également secrétaire de la commission des lois qui traite notamment du droit constitutionnel, des libertés publiques et du droit électoral. Que pensez-vous du référendum d'initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes ? Nous avons une histoire par rapport au référendum et une culture plébiscitaire. Souvent, malheureusement, les Français ne répondent pas à la question qu'on leur pose et répondent à une autre question. Et toute notre histoire des référendums le démontre. Moi, je pense qu'il faut que la démocratie représentative, représentée par les élus locaux ou par les parlementaires, doit trouver les voies et moyens d'intégrer davantage de participation citoyenne. C'est dans toutes les grandes décisions qu'il faut associer les citoyens et pas simplement de temps en temps sur une question. J'entends qu'on va avoir peut-être un référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Je trouve ça complètement sidérant. Je trouve que ce n'est pas vraiment la question. Je ne suis pas sûr que ce soit la question sur laquelle les Français attendent de s'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles ils attendent d'être associés et c'est à nous de trouver dans la démocratie une manière de les associer mieux. Dans l'actualité, il y a aussi les élections européennes qui auront lieu en mai prochain. Votre parti a décidé de s'allier avec les Républicains pour cette élection. Le contexte est un peu tendu, l'ombre du Brexit plane sur l'Europe. Quel regard portez-vous sur cette ambiance européenne ? L'Europe, c'est la prunelle de nos yeux, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose de très important en 2019, avec évidemment, comme vous le rappelez, le contexte du Brexit, mais également des sujets européens qui sont extrêmement forts, liés à la crise migratoire, liés aux grands sujets industriels et économiques. Donc
Donc l'Europe, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut envoyer au Parlement européen des gens convaincus que l'Europe est essentielle, qu'il faut la préserver, qu'il faut la développer encore. Moi, je fais partie des gens qu'on peut appeler des fédéralistes. Je suis pour plus d'Europe et pas pour moins d'Europe. Je suis pour mieux d'Europe. Et donc je crois que ce débat européen, il ne faut pas le voler aux Français, il ne faut pas le voler aux Européens. C'est essentiel que la campagne européenne permette aux gens de s'exprimer sur les questions européennes et j'y prendrai ma part. Vous faites par ailleurs partie de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Où en est-on en France? On parle beaucoup de ce sujet. Est-ce que la France avance sur l'égalité, notamment au travail? Alors, l'égalité salariale est un sujet sur lequel il faut que nous avancions énormément. Les différences salariales ne sont plus acceptables simplement au motif que l'on est un homme ou une femme. Donc il y a des projets de loi à imaginer pour que cette égalité devienne une égalité réelle. Et puis cette délégation, elle travaille sur plein d'autres sujets, notamment sur les questions de violence, sujet très important, un peu tabou dans notre société. Et j'ai beaucoup de plaisir à être l'un des 8 hommes parmi les 36 membres de cette délégation au Sénat. Un autre sujet, vous venez d'être nommé co-rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers. En un an, les agressions de sapeurs-pompiers ont connu une augmentation de 23%, 213% au cours des 10 dernières années. Le Sénat se saisit de cette question et se donne 6 mois pour trouver des solutions. Quelles sont ces mesures qui pourraient être mises en place? D'abord, on est 3 sénateurs, Catherine Troendlé, Patrick Kanner et moi, à effectivement prendre 6 mois pour aller sur le terrain, à la rencontre des pompiers, à la rencontre des cadres, à la rencontre des élus qui ont en charge les services départementaux, aussi les 2 unités militaires de Marseille et de Paris qui s'occupent dans les Bouches-du-Rhône et à Paris de la question des pompiers. Et donc on va aller sur le terrain. On ne peut pas faire simplement la loi en étant enfermé au Sénat et en se disant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Il faut aller voir les acteurs de terrain et les pompiers. Bon, on a une explosion du nombre d'agressions sur les pompiers. C'est un phénomène social, sociétal, très inquiétant. On ne peut pas agresser nos propres sauveteurs. Et donc, je fais partie de ces parlementaires très impliqués sur cette question pour qu'on trouve des solutions pour qu'on protège nos protecteurs. Et donc, c'est bien de se donner du temps. Et le Sénat n'est pas que l'endroit où on écrit la loi, c'est l'endroit aussi où on la pense. Et on la pense mieux, de mon point de vue, sur le terrain, avec les acteurs, que simplement au Palais du Luxembourg. Si on passe à l'échelle du département, là aussi, il y a de nombreux sujets. D'abord, sur la coopération transfrontalière, vous êtes intervenu la semaine dernière pour faire reconnaître le Conseil départemental de la Haute-Savoie comme collectivité chef de file en matière de coopération transfrontalière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en profitant du débat sur le texte sur la collectivité européenne d'Alsace, j'ai voulu exprimer avec mes collègues sénateurs d'ailleurs de Haute-Savoie, Sylvia Noël et Cyril Pellevat, une chose très simple. Quand nous discutons avec les Suisses ou avec les Italiens, nous venons très français avec tout notre millefeuille administratif. L'État, la région, le département, les EPCI, les communes. Et nous avons besoin de clarifier la collectivité qui parle avec le Val d'Aoste, qui parle avec le canton de Genève, de Vaud ou du Valais. Et cette collectivité-là, pour moi, c'est le département. D'ailleurs, en Alsace, c'est ce qui a été reconnu avec ce nouveau département d'Alsace, fusion des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et donc, j'ai obtenu gain de cause. Après, on verra ce que l'Assemblée nationale en décidera, mais c'est important que nous disions le département. Et dans le département, le conseil départemental est l'institution qui est la plus à même d'avoir des échanges avec nos voisins, ceux avec lesquels nous vivons et ceux avec lesquels nous avons des échanges économiques, culturels, de formation au quotidien. Donc vraiment d'ancrer ça et d'en faire un chef de file officiel. Autre sujet d'actualité, là on part du côté de Chamonix, dont la station météo est menacée de fermeture. Le maire Éric Fournier s'en inquiète. Est-ce que vous allez le soutenir pour éviter cette fermeture de la station météo? Ça a été le branle-bas de combat il y a maintenant quelques semaines. Premièrement, je suis allé voir les météorologues
sur leur lieu de travail pour me rendre compte de l'utilité. J'en ai discuté avec Éric Fournier et les élus de la vallée de Chamonix pour démontrer l'utilité que ça a. Et puis, c'est un centre départemental. Il couvre toute la Haute-Savoie. Il s'occupe du massif du Chablais, il s'occupe des Aravis, il s'occupe du massif du Mont-Blanc, évidemment. Et donc, il est hors de question que ces météorologues partent à Grenoble. Tous les élus, nous sommes d'accord sur ce sujet. Nous avons rencontré la directrice de cabinet de François de Rugy à ce sujet. Et donc, nous maintiendrons la pression. Nous avons une bonne raison de penser que nous avons réussi à convaincre nos interlocuteurs, mais il ne faut pas baisser la garde, et donc nous serons très fermes sur cette question-là. C'est une question de sécurité publique, c'est une question aussi de place des météorologues dans l'équation sécuritaire de la Haute-Savoie. Ils ont toute leur place, il faut qu'ils restent à Chamonix. Très très rapidement, on est un petit peu pressé par le temps, mais toujours dans le massif du Mont-Blanc, on a beaucoup parlé du permis d'ascension du Mont-Blanc qui est en place, ça y est. Que pensez-vous de ce permis? Est-ce que c'est une mesure utile? Je souhaite qu'on garde le principe de la liberté d'accès à la montagne, mais il y a des questions de sécurité. On ne peut pas aller en montagne en basket et n'importe comment. Et je trouve que la solution qui a été trouvée avec les refuges me paraît une solution tout à fait raisonnable qui permet de concilier à la fois le principe de liberté et la sécurité. Merci beaucoup, Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. À bientôt.